Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La mise en place du nouveau gouvernement, les passations de pouvoir n'ont pas traîné dans les ministères. À Bercy, Nicolas Sarkozy fixe ses priorités, emploi, croissance et esprit de justice. Mais les déclarations les plus attendues ce soir sont bien sûr celles de Jacques Chirac, la déroute des régionales, le maintien de Jean-Pierre Raffarin et la feuille de route de la nouvelle équipe. Ce sera dans un quart d'heure en direct de l'Elysée. Autre actualité de cette journée, ce rebondissement dans l'affaire des disparus de Lyon. La mort du gendarme qui avait révélé l'affaire contre vents et marées n'est peut-être pas due à un suicide. L'autopsie révèle la présence de 2 impacts de balles. Et puis le choc aux États-Unis où les scènes de barbarie de Falloujah en Irak font l'ouverture des journaux télévisés. Le crime ne restera pas impuni, promet Washington. C'est parti donc pour le gouvernement Raffarin 3. Chaque ministre s'est installé dans ses bureaux, on va le voir dans un instant. Mais d'abord, ces quelques mots du premier d'entre eux, Jean-Pierre Raffarin. Il était resté silencieux depuis la débâcle de dimanche dernier. Il est apparu un peu éprouvé devant les membres de la Commission des droits de l'homme à Matignon. Et il a plaidé de façon à peine voilée pour la poursuite des réformes et pour un retour des valeurs. Ce n'est pas dans l'esprit de système ni dans les fausses illusions que le citoyen peut se retrouver rassuré. Fin de citation. Les passations de pouvoir maintenant, traditionnel chassé-croisé des arrivants et des partants, ambiance et premières intentions. Alexandre Cara, Anthony Masto. Même cheveux, même stature que son prédécesseur, Michel Barnier a déjà le style des affaires étrangères. À peine le temps d'une poignée de main et c'est Dominique de Villepin qui quitte le quai d'Orsay pour la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. Décontraction et sourire de rigueur, Jean-Louis Borloo n'a rien changé à son style. Pourtant, jusqu'ici simple ministre délégué, le voici désormais numéro 5 du gouvernement. Avec son prédécesseur, c'est une poignée de main protocolaire et sans commentaire. C'est frais, il fait beau. Au jeu des chaises musicales ministérielles, François Fillon prend les rênes de l'éducation. Et c'est à pied qu'il se rend à son nouveau ministère. On n'a pas le temps d'être triste quand on va aborder d'autres fonctions. Bon, mais pour l'instant, on voudrait marcher sur le trottoir. Laissez passer sous nos plaques. Sur le perron, l'équipe sortante attend les nouveaux locataires. Là encore, il faut jouer des coudes. La plus belle ministre du gouvernement. Laissez passer le ministre. Laissez-le rentrer, il est impatient. Luc Ferry part, Xavier Darcos reste. Alors quand on sait que leurs relations furent difficiles pendant 2 ans, on décèle l'ironie de certains adieux. Salut l'ami, bon courage. À bientôt. Ouais, amuse-toi bien aussi. Luc Ferry et sa femme, Marie-Caroline, s'en vont. Beaucoup d'applaudissements et des larmes aussi pour un au revoir au ministre de la Société civile. Premier à s'installer, c'était tôt ce matin, avant 9 h, Nicolas Sarkozy, le nouveau ministre des Finances, qui a quitté l'intérieur sous les applaudissements. Michael Darmon, Annie Triboire. Scène d'adieu, place Beauvau. Nicolas Sarkozy, qui aurait préféré rester à l'intérieur, quitte le quartier de l'Elysée. 1 heure plus tôt, Dominique de Villepin, déjà soucieux de corriger son image distante, arrive à pied. Plus qu'une simple passation de pouvoir, le petit peuple du ministère a l'impression de tourner une page. J'ai vécu ici avec vous 2 années qui compteront beaucoup dans ma vie. Le travail qu'on a fait ensemble, je voudrais vous le dédier. Puis c'est le mot sur le successeur, Villepin, le très proche de Jacques Chirac, celui qui jouait les intermédiaires quand le contact était rompu entre l'Élysée et Nicolas Sarkozy. Je peux vous dire, vous avez un grand ministre de l'Intérieur et pas simplement par la taille. Nicolas Sarkozy a parlé d'honneur, de fierté. C'est les premiers sentiments que j'ai ressentis en entrant dans cette cour. Et 11 ans après, voilà Nicolas Sarkozy de retour à Bercy, là où sa carrière ministérielle a débuté au budget. Le chef d'entreprise Francis Maire rend aux politiques la citadelle de l'économie. La méthode pour l'instant ne change pas. Mise en mouvement, il faut des résultats. Et la culture des résultats, je la demanderai à l'administration de Bercy. Croissance et emploi. Les mots, la méthode, l'équipe, Nicolas Sarkozy change de territoire, mais pas de trajectoire. En tout cas, cette nomination à Bercy a fait un heureux. Ernest Antoine Sellière, président du MEDEF, il évoque un Zinedine Zidane aux finances. On l'écoute. Les 700 000 entrepreneurs du MEDEF apportent à Raffarin 3 beaucoup d'attention et pensent que l'équipe nouvellement composée, avec ce buteur, ce Zidane en quelque sorte de l'équipe
qu'est Sarkozy aux finances nous donne l'espoir que nous pourrons avoir plus de croissance, donc plus d'emplois. Voilà, pas de changement en revanche pour Michèle Alliot-Marie. Après avoir été confirmée à son poste de ministre de la Défense, elle a réservé son premier déplacement aux soldats français déployés au Kosovo, et ce 15 jours après les incidents de la mi-mars entre Serbes et Albanais. Rappelons que 2900 hommes sont stationnés dans la province. Cette journée a aussi été l'occasion de découvrir les jeunes pousses, entre guillemets, de ce gouvernement. La plupart sont des élus de fraîche date, inconnus au plan national. Hélène Hugues, Émilie Lançon. Un faux air d'Alain Juppé avec qui il a travaillé à Matignon, Éric Woerth attendait son heure depuis longtemps. Il devient à 48 ans secrétaire d'État à la réforme de l'État. Issu lui aussi de la jeune garde de l'UMP, quasi inconnu hier, Xavier Bertrand est aujourd'hui hyper sollicité. À 39 ans, il récupère le dossier explosif de l'assurance maladie. Elle a un peu le trac à quelques minutes de son entrée en fonction. Bon, il y a des choses à faire, donc ça limite la pression. Marianne Monchamp devra faire avancer un dossier cher au chef de l'État, celui des handicapés. À peine nommé et déjà dans le bain. Secrétaire d'État à l'agriculture, sous la tutelle d'Hervé Guémard, Nicolas Forissier assistait dès ce matin au congrès de la FNSEA. Il a presque l'âge de sa fonction. À 35 ans, Laurent Hénart s'occupera de l'insertion professionnelle des jeunes. Il est le Benjamin du gouvernement. Tous ces novices ont un point commun. Ils sont membres de la Boussole, un club de réflexion proche de l'UMP, créé au lendemain de la présidentielle de 2002. Un gros plan maintenant sur la nouvelle ministre de la Famille et de l'Enfance. Elle s'appelle Marie-Josée Roig, elle est députée maire d'Avignon. C'est à ses côtés que Jacques Chirac avait déclaré sa candidature en 2002. Véronique Saint-Olive, Diane Richard avec notre bureau de Marseille. Marie-Josée Roig ne sait plus où donner du portable. La nouvelle ministre de la Famille est attendue à Paris. Les dossiers urgents sous le bras, la maire d'Avignon quitte sa ville, où elle avait joué il y a 2 ans un célèbre duo avec Jacques Chirac. Le président va-t-il déclarer sa candidature? Oui, je suis candidat. 17h, Paris, dans un bureau encore désert. Premières impressions. Je ne suis pas une carriériste, hein. Je fais les choses au coup de cœur. Chiracienne depuis toujours, députée du Vaucluse, Marie-Josée Roig connaît le terrain. Mère de famille, elle prône l'écoute. Aujourd'hui, elle ne cache pas son stress, mais elle se lance. On va essayer de dire que, mon Dieu, rien n'est perdu. Il y a encore du temps devant nous. Il y a des choses qui ont été faites qui n'ont pas forcément été bien comprises. Pas de temps à perdre, déjà la nouvelle ministre prend contact avec ses nouveaux collaborateurs. Ils ont pensé à la tasse de thé pour un court moment de détente. Ce n'était pas vraiment superflu. Effectivement, c'est certainement pas évident. C'est impressionnant, voilà. C'est très impressionnant. Et puis cette journée a été l'occasion pour les ministres chargés des dossiers les plus chauds de donner le ton face à des syndicats qui mettent déjà la pression. Enseignement, recherche, assurance maladie, les premières urgences. Jeff Wittenberg, Patrick Desmully. On veut des actes, pas des discours. Le nouveau ministre de l'Éducation est tout de suite mis dans le bain, dès ce matin, avec cette manifestation à Paris de futurs enseignants et de personnel technique. Le 7 avril, les principaux syndicats appellent à une grande journée d'action. François Fillon, qui succède à un Luc Ferry très contesté, s'est donc fixé une priorité. D'établir une relation de confiance avec tous les personnels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et naturellement avec une méthode dont je ne me suis jamais départi, qui est celle de l'écoute et du dialogue social. Encore un baptême du feu sous la pression pour François Daubert. Une manifestation de chercheurs, hier à Paris, comme il y en a eu beaucoup ces dernières semaines. Les chercheurs protestent contre la suppression de 550 postes et une baisse générale des crédits. Le nouveau ministre se veut rassurant. Il y a une réponse qui sera apportée en termes de moyens pour les laboratoires, de moyens en hommes, des jeunes. À mon tour. C'est le dossier le plus brûlant et c'est une médecine de choc que le docteur Philippe Douste-Blazy, qui succède au docteur Mattei, va devoir pratiquer. 11 milliards d'euros de déficit pour l'assurance maladie en 2003. Y aura-t-il une hausse de la CSG, un ajustement des cotisations? Tout doit être bouclé avant l'été. Il faudra bien sûr partager les efforts pour tous empocher les bénéfices. Et donc la justice, c'est partager socialement les efforts que l'on aura à faire.
Jean-Jacques Ayagon enfin a passé le pouvoir à Renaud Donne-Dieu de Vabre et surtout repassé au nouveau ministre de la Culture le dernier dossier chaud qui attend le gouvernement, le conflit des intermittents du spectacle. De nouvelles manifestations sont prévues le 19 avril. Renaud Donne-Dieu de Vabre dit vouloir renouer le dialogue. Et à noter ce signe d'apaisement, le gouvernement a décidé de reporter l'examen par le Conseil d'État du projet de loi sur le changement de statut d'EDF-GDF, une mesure en tout cas qui paraît hautement symbolique. Un mot de politique encore avec la confusion ce soir en Corse. Comme ailleurs, l'Assemblée territoriale se réunissait pour la première fois aujourd'hui depuis les élections. La gauche dispose d'une majorité relative en sièges, mais c'est finalement l'UMP Camille de Roccassert qui a été élu président grâce aux voix des nationalistes. Et du coup, il a aussitôt présenté sa démission. Il faudra revoter. Impossible donc de dire à l'heure qu'il est si la collectivité territoriale sera gouvernée par la droite ou par la gauche. Et puis les élections des présidents des conseils généraux ont confirmé le basculement à gauche de 10 départements. Le PS en préside désormais 48, soit la majorité. Voilà pour cette page politique. Et je vous rappelle que dans 5 minutes maintenant, Jacques Chirac s'exprimera en direct de l'Élysée. Une intervention bien sûr très attendue. En attendant les autres informations à retenir de cette journée. Et d'abord, je vous le disais, ce coup de théâtre dans l'affaire des disparus de Lyon, l'affaire Émile Louis. Nos révélations ont été confirmé par la justice. Le gendarme qui a révélé l'affaire et qui a été retrouvé mort en 1997 ne se serait peut-être pas suicidé. L'autopsie relance la thèse du meurtre. Anne Gainsburger, Valérie Hermite, Jean-François Renaud. Christian Jambert était un bon gendarme, mais un gendarme sans doute un peu trop zélé. 15 années durant, il a enquêté, recoupé et pisté Émile Louis, convaincu que l'homme détenait le secret de ces jeunes filles qu'on appelait les disparus de Lyon. Convaincu aussi de dysfonctionnements majeurs dans l'enquête judiciaire, il l'avait écrit dès 84 dans ce procès verbal, resté lettre morte jusqu'en 97, où l'instruction semblait relancée. Mais à quelques heures de son audition par le juge, Christian Jambert était retrouvé sans vie, suicidé a-t-on dit, dossier classé. Jusqu'à aujourd'hui, autopsie du corps, concordance d'éléments qui remettent en cause le suicide. Les constatations du médecin légiste laissent à penser qu'il y aurait 2 orifices d'entrée de projectiles au niveau de la tête de la victime. Il faut nous expliquer comment on peut se mettre 2 balles dans la tête d'angles différents et comment surtout on peut ne pas le constater quand on découvre le corps du gendarme Jambert et quand on donne le permis d'inhumer. 2 balles qui pourraient être toutes 2 mortelles, sait-on aujourd'hui, et pas d'autopsie à l'époque. Et puis ce dossier encore dont Jambert ne se séparait jamais et qui a disparu. Sur la fin, il se sentait menacé. Ah oui, il me l'avait dit bien clairement. Il m'avait fait comprendre qu'on avait essayé de l'agresser. Bon, il m'avait montré des marques au niveau de son visage. Je lui ai posé des questions. Il m'a bien fait comprendre qu'il ne voulait pas faire de tentative de suicide. Aujourd'hui, les enfants du gendarme Jambert réclament l'ouverture d'une nouvelle instruction pour assassinat. Justice encore avec ses couacs en série au tribunal de Bobigny. 2 évasions en 24 heures. Un homme soupçonné de trafic de drogue s'est en effet échappé à son tour la nuit dernière. Il aurait subtilisé les clés d'un gardien avant de sauter par la fenêtre d'une salle d'audience. Hier, c'est un spécialiste des braquages de poids lourds qui avait faussé compagnie à son juge d'instruction qui répondait au téléphone. Une enquête administrative a été ouverte. À l'étranger, le choc aux États-Unis où certains parlent déjà de syndrome somalien. Les scènes d'horreur en Irak que nous évoquions hier ont été diffusées par les télévisions américaines. La Maison-Blanche dénonce des attaques barbares et méprisables. À Washington, Alan Chalvron, Aaron Diamond. Le titre dit déjà tout. Sauvagerie dans la rue. Et le présentateur du journal, Dan Rather, annonce la politique de sa chaîne CBS. Après y avoir longuement réfléchi, dit-il, et en essayant d'être responsable, nous avons décidé ceci. Les images seront donc diffusées, mais brouillées. Suffisamment claires toutefois pour être plus qu'évocatrices. La plupart des autres médias avaient fait le choix de ne pas montrer les corps, choix conforme aux souhaits de la Maison-Blanche. J'espère que tous les médias se montreront responsables dans leur couverture. La presse ce matin n'a pas ses pudeurs et les photos sont difficilement soutenables. L'émotion est bien sûr considérable aux États-Unis. Maintenant, quelles conséquences cela aura-t-il? Difficile à dire. Entre ceux qui voudraient envoyer l'Irak au diable et l'administration qui dit qu'il faut y rester plus que jamais.
Oui, il faut rappeler que la ville de Falloujah est l'une des places fortes des opposants armés à la présence américaine et apparemment, les actes de sauvagerie perpétrés hier ne suscitent aucune émotion particulière au sein de la population. Envoyés spéciaux, Bertrand Coq, Gilles Jacquier. Les policiers de Falloujah sont surtout connus pour leur passivité face à la guérilla. Hier, lorsque les Américains ont été immolés et leurs corps exhibés par les rues, ils ne sont pas intervenus. Moi, j'étais de repos, se défausse celui-ci, comme la plupart de ses camarades. En aparté, les hommes en uniforme n'hésitent pas à plaisanter sur ce qui s'est passé hier, mais devant la caméra, c'est visage grave et propos de circonstances. Les habitants de Falloujah ne se réjouissent pas tous de ce qui s'est passé. Certains ont même fermé leurs magasins. Mais cet autre policier penche plutôt pour une vengeance. Récemment, dit-il, les Américains avaient tué des civils lors d'une opération. Depuis un an, Falloujah est le cauchemar des Américains. Situé en plein triangle sunnite, c'est un des bastions de la guérilla. Les Américains ont fait bien pire que nous, dit ce passant. Ils sont entrés dans les mosquées où ils ont piétiné le Coran. L'opération d'hier nous a redonné la fierté. Nous avons vengé nos morts. Et le commerçant, qui affiche ses préférences, se fiche pas mal de savoir que Paul Bremer, l'administrateur américain, a promis d'être impitoyable avec les rebelles de Falloujah. L'émotion et l'horreur provoquées aux États-Unis par la mort des 4 Américains et le traitement barbare infligé à leurs cadavres sont des sentiments tout à fait étrangers aux habitants de Falloujah. Pour la plupart d'entre eux, ce qui s'est passé hier n'est qu'un épisode de plus de la vendetta qui les oppose depuis un an aux Américains. Voilà, il est maintenant 20h15 à quelques secondes près. Jacques Chirac s'apprête donc à répondre aux questions 4 jours après le second tour des régionales et au lendemain de la présentation du nouveau gouvernement. Tout de suite, direction le palais de l'Élysée. Monsieur le Président, bonsoir. Merci de nous accueillir avec Patrick Poivre d'Arvor. Alors, tout simplement, voilà, à 2 reprises, lors des 2 tours des élections régionales, les Français ont exprimé très fortement leur mécontentement. Et puis, il y a 48 heures, vous avez à nouveau choisi Jean-Pierre Raffarin comme Premier ministre. Et beaucoup de Français se demandent aujourd'hui si vous avez bien entendu et compris leur message. Oui, j'ai écouté attentivement et j'ai entendu le message de nos compatriotes. Beaucoup d'entre eux ont en effet, comme vous le dites, exprimé des inquiétudes, des impatiences, des mécontentements. C'est un fait. Et le gouvernement doit tenir compte de ce message. Il doit en tenir compte d'abord en étant plus encore que par le passé en offensive sur 2 domaines essentiels à la vie de la nation, l'emploi et la croissance. Ensuite, en ayant plus que jamais présent à l'esprit une exigence fondamentale qui est la justice sociale et qui doit être en quelque sorte le point de passage obligé de toutes les réflexions concernant l'action, l'évolution des choses. Et enfin, en marquant très clairement sa volonté d'ouverture et de dialogue. Ouverture et dialogue qui sont, il faut le dire, des qualités qui ne sont pas traditionnellement dans la culture française et qui doivent être développées. Alors à partir de là, des corrections d'actions sont peut-être nécessaires, nous y reviendrons. Si c'est vous qui intervenez ce soir en première ligne, et non pas lui, c'est peut-être que vous le considérez un peu comme votre directeur de cabinet. Certains observateurs ont parlé de fusible ou de Premier ministre avec un CDD de 3 mois, juste pour affronter des réformes impopulaires et des élections européennes plutôt mal parties. Monsieur Poivre d'Arvor, méfiez-vous des clichés. J'ai fixé un cap, nous y reviendrons, j'ai fait le choix de la constance, de la détermination et de l'action. En nommant Jean-Pierre Raffarin à la tête d'une équipe remaniée, renouvelée, et qui, croyez-le bien, saura entendre et a entendu le message qu'ont adressé beaucoup de Français. Et Monsieur Poivre d'Arvor, j'ai estimé en conscience, que M. Raffarin était à même, compte tenu de son expérience, de tirer ses conséquences
et aussi de poursuivre l'action. Parce que l'homme est de qualité? Parce que, naturellement, c'est un homme de qualité, sinon je ne l'aurais pas choisi et je ne l'aurais pas renommé. Mais aussi parce qu'il connaît bien la France et les Français. Et il est tout à fait en harmonie avec le cap que j'ai fixé en 2002, et qui est un cap qui est orienté vers deux objectifs. Le premier objectif, c'est de redonner des fondations solides à la République, d'où l'action pour restaurer ou rétablir l'autorité de l'État et la sécurité des citoyens, pour refuser toute forme d'intolérance ou d'exclusion, qui est un grand problème pour la France d'aujourd'hui, pour réaffirmer et faire respecter les valeurs républicaines, au premier rang desquelles se trouve l'égalité des chances et la laïcité. Le deuxième objectif étant, bien entendu, de se mettre en mesure d'assumer les évolutions qu'exige l'évolution du monde et dont la France ne peut pas s'abstraire, sauf à disparaître ou à assumer de graves difficultés. Des évolutions notamment économiques et sociales. Voilà les deux objectifs que j'ai fixés, le cap que j'ai fixé dès 2002 et qui reste le même. Alors, petite précision, la question est effectivement, il n'est pas là pour 3 mois, Jean-Pierre Raffarin, quel que soit le résultat des élections européennes, il n'y aura pas de remaniement, il restera, pour que ce soit clair. Madame Chabot, on ne nomme pas un gouvernement pour une durée déterminée. On nomme un gouvernement pour atteindre des objectifs. C'est bien dans cet esprit que j'ai nommé ce Premier ministre. Et autre petite précision aussi pour que les choses soient claires, vous n'avez pas choisi Jean-Pierre Raffarin parce que vous ne vouliez pas de Nicolas Sarkozy? Oui, je comprends très bien le goût qu'on peut avoir pour la polémique. Ça fait partie, j'allais dire des scories, mais aussi des plaisirs de la démocratie. Et Nicolas Sarkozy, qui est un homme de grande qualité, qui a parfaitement réussi dans une mission essentielle qui lui avait été confiée et qui n'était pas facile, à tous égards, a tout à fait légitimement sa place dans une autre mission essentielle aujourd'hui, qui est celle d'assumer la politique économique et financière de notre pays. Mais il est un jour Premier ministrable, vous n'avez pas de problème majeur avec lui? Vous n'avez pas de problème personnel avec lui, avec Nicolas Sarkozy? Je lis parfois les échos qui paraissent ici ou là, c'est tout à fait normal. Et je dois dire que je n'y reconnais jamais la réalité des choses. Alors, justement, sur Nicolas Sarkozy, des gens se sont dit, bon, il a bien réussi, en effet, place Beauvau. Il y avait un deuxième ministre qui était très populaire, qui était Dominique de Villepin, qui a porté, donc, avec panache, la parole française à l'étranger. Et ces deux-là changent de poste. Ça correspond à quoi? Aux exigences du jour. Il était évident qu'une nouvelle impulsion devait être donnée sur le plan économique, même si M. Francis Maire avait assumé ses fonctions avec une très grande qualité, une très grande autorité. Et je tiens à lui rendre hommage. Mais on avait besoin d'un changement, d'une impulsion nouvelle. Et c'était vrai également dans les autres ministères. J'ai choisi M. de Villepin pour assumer les fonctions tout à fait essentielles de ministre de l'Intérieur. Je suis persuadé qu'il les assumera avec la qualité qu'il a mise à assumer ses précédentes fonctions. Si vous dites qu'il faut continuer, Monsieur le Président, en 2002, après le choc du 21 avril, c'était un gouvernement de mission qui avait été mis en place. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est toujours... Et ce gouvernement a fait beaucoup de choses. Nous avons connu une longue phase d'immobilisme. Il était tout à fait évident que la France avait besoin d'un certain nombre d'évolutions, d'adaptations, de réformes, et que l'on repoussait indéfiniment ces réformes, probablement parce qu'elles sont toujours difficiles à faire, et qu'on redoutait les conséquences que cela pouvait comporter sur le plan purement politique. Et il fallait les faire. Et
le gouvernement de M. Raffarin a assumé cette responsabilité difficile. L'exemple le plus typique est celui naturellement de la réforme des retraites. Savez-vous que si on n'avait rien fait, avant 2020, on aurait été obligé pratiquement de diminuer par 2, de diviser par 2 nos retraites. Ce qui était tout à fait... Et plus on avançait dans le temps, plus la réforme était difficile et plus les résultats étaient compromis. Entre autres choses, bien d'autres réformes ont été faites. Vous savez, quand on change un peu les choses, il y a toujours surtout dans un pays comme la France, mais c'est vrai dans toute l'Europe, pour regarder ce qui se passe chez tous nos voisins, ils sont soumis au même traitement pour les mêmes raisons. Ils les assument peut-être un peu mieux, encore que, je n'en suis pas sûr. Parce que là, la sanction électorale a été très forte quand même, 24 régions ou 25 régions sur 26 oui, à gauche. Bien entendu, ça tient à ce mécontentement que j'évoquais. Mais quand vous regardez le nombre des Français qui ont approuvé l'action du gouvernement par rapport au nombre des Français qui l'ont désapprouvé, la différence n'est tout de même pas considérable. Et le problème n'est pas là. Il y a une responsabilité générale du gouvernement, quel qu'il soit, à l'égard des évolutions qui s'imposent à notre pays dans tous les domaines. Sinon, la France sera sur le bord de la route, elle ne suivra pas. La France est un pays qui a des atouts considérables, qui a une voix qui porte dans le monde, qui est considérée et respectée, c'est indiscutable. Et naturellement, si elle veut conserver cette situation qui lui permet par ailleurs de défendre ses valeurs et ses intérêts de façon efficace, il faut aussi qu'elle s'adapte. Et les adaptations, c'est toujours un peu douloureux. Ce dont le gouvernement doit être convaincu, c'est d'une part qu'il faut poursuivre l'action d'adaptation de notre société au monde moderne, mais qu'il faut le faire, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, en ayant en toile de fond permanente, donc dans le regard en permanence, l'exigence de justice sociale qu'à juste titre les Français considèrent comme essentielle. Pour reprendre la question une deuxième fois d'Arlette Chabot, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le gouvernement précédent? Est-ce que par exemple c'est les ministres issus de la société civile, Luc Ferry, Jean-Jacques Ayagon, Francis Maire, qui ont failli? Vous savez, dans les changements, il y a toujours beaucoup d'injustice, forcément. Il y a toujours la nécessité. Vous avez tendance à penser quand même qu'il y a des professionnels à la politique. Il y a toujours... Vous savez, la politique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou croient, c'est également un métier. C'est également une vocation qui exige une formation. Il faut avoir à la fois la vocation et la formation. C'est la raison pour laquelle des changements parfois s'imposent. Ils sont souvent douloureux, regrettables, peut-être injustes, mais c'est l'intérêt général qui doit primer. Est-ce que vous ne regrettez pas que ce gouvernement, au fond, sur le déficit social, déficit social, pour beaucoup, ce gouvernement est apparu comme un gouvernement qui donnait plus déjà aux privilégiés. Ça a été vécu comme ça, les baisses d'impôts, pendant qu'en même temps, il y avait des chômeurs qui étaient radiés de l'UNEDIC, que l'allocation spécifique de solidarité était réduite. Et on a dit, ben voilà, c'est l'injustice sociale. Il y a plus de sécurité dans le domaine de la vie et moins dans le social. Vous avez raison, et dans toute critique, il y a toujours un fond de vérité. Et je ne crois pas que l'on puisse dire qu'on a favorisé les riches au détriment des autres. Ce qui, en revanche, était essentiel, c'est de libérer les énergies et de faire en sorte qu'en France, on soit incité à travailler, à investir, à produire, à créer des emplois. Et nous arrivions à une situation où, hélas, le découragement existait chez les forces vives les plus essentielles à la nation. Et on le voyait notamment au travers du nombre d'entreprises, de capitaux, de travailleurs qui partaient à l'étranger. Et ça, c'est pas possible. C'est une situation qui ne peut pas durer. Et donc il était essentiel, non seulement pour maintenir notre capital de croissance, mais également pour maintenir l'espoir chez ceux qui veulent investir ou s'investir pour créer de la richesse et donc de l'emploi et donc du progrès social, il fallait prendre un certain nombre de mesures.
Elles ont été prises. Alors, comme je vous le dis à l'instant, il y a toujours un fond de vérité. Vous avez cité l'ASS. L'application spécifique de solidarité. Vous avez eu raison. Et là, il y a probablement une correction à faire. Il y a eu une circonstance qui aurait peut-être dû être mieux prévue, qui a fait que sont arrivés ensemble, au même moment, d'une part, la réforme indispensable de l'UNEDIC, qui était en train d'être en faillite, et que les partenaires sociaux ont décidé, ça c'était pas du tout de la responsabilité du gouvernement, les partenaires sociaux ont décidé une réforme de l'assurance chômage dans le cadre de l'UNEDIC. Et parallèlement, la prestation donnée à ce qu'on appelle les travailleurs en fin de droit, qu'on appelle l'ASS, qui elle relève de la responsabilité du gouvernement. Cette réforme a été faite au même moment. Et cette simultanéité, qui n'a pas été suffisamment coordonnée, s'est traduite par les difficultés que vous évoquez à juste titre et qui ont été très durement ressenties par un certain nombre de travailleurs ou de chômeurs dans notre pays. Mais vous aviez été alerté sur ces difficultés parce qu'au Parlement, il y avait des gens qui me disaient... Oui. Je vous dis que j'ai écouté ce qu'ont dit les Français. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au gouvernement de suspendre la mise en œuvre de la mesure relative à l'ASS. La loi de mobilisation pour l'emploi que prépare actuellement le ministre de la Cohésion sociale, M. Jean-Louis Borloo, doit permettre de reprendre les choses dans une logique d'ensemble. Et cela avec un objectif principal qui est de mieux aider, de mieux accompagner les chômeurs, les gens qui sont au chômage, dans le retour à l'emploi, pour retrouver un emploi, une activité. Et c'est dans ce contexte qu'il faudra régler le problème de l'ASS. J'ai donc demandé qu'on suspende la mise en œuvre de cette mesure. Est-ce que vous diriez... Vous voyez que... Oui, vous écoutez, voilà, vous écoutez les Français. Et est-ce que vous diriez, comme le numéro 3 de votre gouvernement, François Fillon, que ce qui s'est passé dimanche, c'est un 21 avril à l'envers? Je me méfie toujours des formules. Qu'est-ce qui a pesé aussi dans peut-être ce mécontentement des Français? Il y a des problèmes aussi sociaux qui n'ont pas été réglés, ou des conflits, les intermittents oui, on va en venir à la réforme, mais par exemple les intermittents du spectacle, c'est un conflit qui a duré, et puis en même temps on n'a pas compris que vous penchiez peut-être pas plus tôt sur les demandes des chercheurs, alors qu'en même temps on donnait aux restaurateurs, ce qui n'était pas forcément illégitime, mais là aussi on a le sentiment peut-être chez certains Français qu'il y avait de l'injustice. Vous soulevez trois problèmes qui méritent effectivement réponse. Les intermittents du spectacle. Au départ, une décision prise par les organisations compétentes dans le cadre de l'indemnisation du chômage pour faire face à un déficit considérable du régime des intermittents, dont la conséquence était que ce régime était en faillite et que le déficit était pris en charge nécessairement par l'ensemble des autres travailleurs. Ce qui a pu sembler inadmissible ou inacceptable par les responsables syndicaux et professionnels. Et honnêtement, je crois qu'ils ont eu raison. En revanche, on ne sait pas, me semble-t-il, on n'a pas pris suffisamment conscience de la spécificité française dans le domaine de la culture. Nous sommes des défenseurs acharnés, vous le savez, sur le plan international et sur le plan national, de la diversité culturelle, de la spécificité française. Et on ne s'est pas aperçu des conséquences que cela pouvait comporter, notamment pour des jeunes. Certes, il y avait des abus. Ces abus étaient, dont beaucoup de grandes entreprises, suivez mon regard, assumaient une part de responsabilité et qu'il fallait corriger, indiscutablement. Mais les conséquences sur un certain nombre
de jeunes artistes ont été mal appréciés. Là aussi, vous demandez qu'on corrige alors ? Il y a eu... Non, mais ça c'est un autre problème. Ouais. C'est une décision qui a été prise par les organisations syndicales. C'est pas la responsabilité du gouvernement. Mais... On peut essayer de la rendre moins injuste, peut-être. Mais le problème se pose. Et donc j'ai demandé au gouvernement, immédiatement, de prendre tous les contacts nécessaires dans le cadre de la concertation indispensable pour trouver la solution aux problèmes qui sont posés, notamment pour les jeunes artistes. Après, vous avez évoqué les chercheurs. Ça, c'est aussi un vrai problème. Il y a eu ce malaise et cette réaction. À quoi était-elle due? D'abord, à un malaise dû à l'insuffisance des moyens consacrés à la recherche. Et ça, c'est un malaise justifié. Dès 2002, j'avais indiqué que la recherche étant, je dirais, le moteur principal de la croissance et de l'avenir, il fallait que la France fasse un effort important et qu'elle atteigne, avant 2010, 3% de sa richesse nationale affectée à la recherche. On a probablement pris du retard dans ce domaine pour des raisons tenant aux contraintes budgétaires elles-mêmes issues de l'insuffisance de croissance. Quand il y avait de la croissance il y a 3, 4, 5 ans, c'était plus facile. Maintenant, c'est évidemment plus difficile. C'est vrai d'ailleurs pour tous les pays européens. Il fallait donc répondre à ce besoin, notamment parce qu'il était exprimé, mais surtout parce qu'il est conforme à l'intérêt national. D'où l'idée d'une grande loi d'orientation et de programmation de la recherche. Et puis il y avait un problème spécifique, qui était un problème de répartition des postes entre les postes statutaires et les postes contractuels. Et ce problème devrait être réexaminé. J'ai demandé aussi au gouvernement de réexaminer ce problème de poste. Mais ça, ce n'est pas là l'essentiel. Ce problème sera réglé. Mais l'essentiel, c'est que on fasse une réflexion approfondie sur notre recherche, et notamment notre recherche universitaire, qui manque de moyens, alors qu'elle est essentielle. Il y a là un effort particulier à faire, c'est une des missions du nouveau gouvernement. Il y a le problème de la réforme, probablement l'adaptation de notre système institutionnel, et notamment de nos grands établissements de recherche. Ça suppose une concertation, une réflexion approfondie pour voir comment on peut moderniser, rendre plus dynamique, plus efficace cette recherche. Il y a bien entendu la loi de programmation qui doit prévoir les moyens nécessaires pour les années qui viennent, et il y a enfin une nécessité absolue d'une augmentation très sensible de la recherche privée, qui en France est très insuffisante par rapport à ce que l'on voit dans tous les grands pays. Il y a donc un problème général de recherche. Et dans toutes ces affaires, chercheurs, intermittents, professeurs, vous avez été choqué de voir qu'on disait que vous faisiez une sorte de guerre à l'intelligence sous prétexte que ce sont des catégories qui ne votent pas pour vous habituellement? Ça fait partie de la polémique et je ne me choque pas d'une polémique. La polémique, c'est aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'un des ressorts de la démocratie. Encore faut-il ne pas en abuser. Et encore faut-il comprendre une chose essentielle, c'est que, en France, nous n'avons pas la culture vraiment du dialogue. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour le gouvernement, c'est vrai pour les organisations professionnelles ou syndicales. Nous n'avons pas une culture de dialogue. Nous avons spontanément, pour des raisons que l'on peut historiquement expliquer, une culture de l'affrontement. Ça, voilà une réforme qui est essentielle. Faire petit à petit entrer dans l'esprit des gens, en France, ce qui est déjà entré dans la plupart des pays qui nous entourent, à savoir que c'est par le dialogue, ce qui suppose que chacun fasse un effort dans ce domaine, les dirigeants, les syndicats, les professionnels, etc., que le dialogue est toujours meilleur que l'affrontement. Est-ce que vous allez y arriver pour une réforme très importante qui est attendue, la réforme de l'assurance maladie? D'abord, est-ce que vous allez la différer ou est-ce qu'elle va tenir les délais que vous lui avez impartis? Vous savez, là nous sommes sur un point tout à fait essentiel pour l'avenir de notre pays et de notre pacte social tel que nous l'estimons nécessaire. Aujourd'hui, le niveau des déficits et la non-maîtrise des dépenses
conduite à un déficit de l'assurance maladie immaîtrisable et dont les conséquences ne peuvent pas ne pas être dramatiques. C'est-à-dire c'est la mise en cause même de l'assurance maladie qui doit être considérée. C'est sa mise en cause. Or, donc il y a urgence. Oui. Or, quand on met en cause l'assurance maladie, on sait très bien ce qui se passe. Les riches, eux, naturellement, conservent les moyens d'assumer leurs responsabilités en matière de leur santé ou celle de leurs proches. Et, naturellement, ce sont les pauvres qui n'ont pas les moyens. C'est d'ailleurs pour eux qu'avait été fait le système, le pacte social de 1945. Donc, l'assurance maladie, la sécurité sociale en général, l'assurance maladie en particulier, c'est un domaine tout à fait vital pour la nation. Vital. Il faut donc faire ce qui est nécessaire. Et comment on va faire? Alors, ce qui est avis, nécessaire, il faut le faire, je comment? crois, Madame Chabot, avec à l'esprit 4 idées simples. La première, c'est la transparence, c'est-à-dire le dialogue. Cette transparence, elle conduit en particulier, je le dis tout de suite, à récuser le recours aux ordonnances. Ce n'est pas du tout un domaine où l'on peut opérer par le recours aux ordonnances. C'était l'intention prêtée à votre gouvernement. Deuxième principe, c'est qu'il faut faire évoluer nos comportements. Il n'est pas normal que la France soit le champion du monde en matière de consommation de médicaments. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que par tête d'habitant, les Allemands consomment 3 fois moins d'antibiotiques que les Français. Ce n'est pas normal. Donc il y a un problème d'évolution de nos comportements. La maîtrise médicalisée n'a pas marché. Ça ne sera pas facile, parce qu'on le répète Le troisième beaucoup, point, c'est qu'il faut un pilote dans l'avion de l'assurance maladie. Pour le moment, on a l'impression qu'il n'y en a pas vraiment. L'État s'en occupe, veut toujours intervenir, parfois pour des raisons qui ne sont pas tout à fait justifiables. Les organisations syndicales et professionnelles ne sont pas à leur place. Dans l'esprit et dans la ligne du pacte social de 1945, le pilote, c'était les partenaires sociaux. Il y en a un qui ne siège plus. Oui, ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas convenable. Bon. Le pilote, c'était les partenaires sociaux. Et cela doit revenir. S'il n'y a pas d'autre solution qui soit conforme à l'intérêt général et, je dirais, à la morale, à l'éthique même de la protection sociale. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'engager les négociations nécessaires dans ce sens. Et puis, dernier point, il faudra naturellement prendre des mesures de redressement. Elles n'ont pas encore été décidées du tout. Elles sont essentielles, elles seront difficiles. C'est pourquoi j'estime qu'elles doivent être prises, je l'ai dit tout à l'heure, dans la transparence et dans la concertation. C'est la raison pour laquelle, comme l'ont fait la plupart de nos grands partenaires européens, et notamment nos amis allemands, il est indispensable que les partenaires sociaux et le gouvernement, mais aussi que la majorité et l'opposition, sur un sujet aussi vital pour l'avenir des Français, se rassemblent pour discuter ensemble et ensemble rechercher une solution. Regardez pour la laïcité. Il y a eu un grand débat, un débat de fond, de principe. Et finalement, on est arrivé à une solution qui a été approuvée aussi bien par l'opposition que par la majorité. Quand il y a un grand débat national, un grand enjeu essentiel pour la vie des Français, et notamment des plus modestes, il est indispensable de trouver un accord national. Se réfugier simplement dans la polémique ou dans la critique n'est pas possible. Penser que le niaka ou imposer une solution n'est pas possible non plus. Donc il y a là un grand défi. Le ministre Philippe Douste-Blazy, qui est un homme à la fois d'une grande compétence et d'une grande sensibilité, aura à assumer cette responsabilité, je le répète, essentielle pour les années qui viennent. Je suis sûr qu'il le fera avec beaucoup de qualité. C'est-à-dire que vous imaginez des tables rondes de travail sur une durée assez longue d'ailleurs avec des partenaires de l'opposition. Assez longue. Vous fixez pas de date. Non. Assez longue, c'est tout de même limité. Oui. Il faut savoir qu'il y a urgence, comme il y avait urgence à faire la réforme des retraites. Monsieur le Président, tout cela... Sinon, nous allons dans le mur.
Tout cela intervient justement sur une situation économique qui est quand même assez atone, une croissance relativement molle, nous a dit hier l'INSEE. Est-ce qu'avec cette petite croissance, est-ce qu'elle vous paraît suffisante en tout cas pour résorber les déficits, pour faire plaisir à Bruxelles et pour continuer la baisse des impôts que vous aviez promise? Non, je voudrais d'abord rappeler que la baisse des impôts, ce n'est pas un cadeau que je veux faire aux uns ou aux autres. Nous sommes... Oui, c'est une nécessité, c'est la raison pour laquelle c'était une promesse. Nous sommes aujourd'hui l'un des pays, l'un des grands pays les plus taxés du monde. C'est un handicap formidable à notre croissance et à notre développement. Et il faut y remédier. Il n'y a pas de mystère. Si on décourage les gens, on décourage l'initiative, la croissance, le développement, l'emploi, l'amélioration sociale, le progrès social. Donc il est essentiel, je dirais, en tous les cas, de rentrer dans la moyenne, au moins dans la moyenne européenne. Donc on continuera l'année prochaine. Donc il faudra continuer, dans toute la mesure de nos moyens, naturellement, et compte tenu des contraintes qui sont les nôtres, il faudra continuer. Je le répète, non pas pour faire plaisir aux uns ou aux autres, mais parce que c'est vital si on veut continuer à avoir de l'emploi, de la croissance, de l'investissement, de la recherche. C'est indispensable. Sinon, toutes les forces vives, créatrices, risquent de partir de chez nous. Comment va-t-on faire pour rentrer dans les clous? Alors, on dit que la croissance est molle. Elle est toujours trop molle, ou on peut, en tous les cas, l'espérer toujours meilleure. Elle est en voie d'amélioration. Il y a une chose qui me chagrine toujours un peu, c'est de voir à quel point nous soulignons en permanence tout ce qui peut engendrer le pessimisme. Quand je dis nous, c'est nous tous d'ailleurs. C'est aussi l'une des caractéristiques françaises. On nourrit le pessimisme, sans se rendre compte qu'en nourrissant le pessimisme, alors que nous avons des atouts fantastiques, que nous faisons la preuve de notre savoir-faire dans le monde entier, en nourrissant le pessimisme, naturellement, on décourage les gens, on décourage l'initiative, on décourage le travail. Je ne suis pas pessimiste. Je ne le suis pas par nature et je ne le suis pas par conviction. Et il n'y a pas aujourd'hui lieu de l'être. On a une reprise insuffisante par rapport à ce que nous pourrions souhaiter de la croissance, mais c'est quand même une reprise. On l'observe en Europe. Il faut l'accompagner. Tout le souci des dirigeants européens, notamment lors du dernier conseil qui a eu lieu il y a quelques jours, a été de nous mobiliser pour essayer de donner une impulsion ensemble à la croissance. On appelle ça le processus de Lisbonne, peu importe. Donner ensemble une impulsion à la croissance. Mais c'est essentiel. Pas suffisant pour permettre de revenir justement à ce que demande Bruxelles. On doit donner à la croissance. Il y a un élément capital, c'est d'avoir un certain optimisme, raisonnable, raisonné, mais un certain optimisme. Tout ce qui alimente en France beaucoup plus qu'ailleurs, dans des conditions d'ailleurs qui sont très mal comprises à l'étranger, je peux en porter témoignage, le pessimisme est un élément supplémentaire de notre faiblesse. Alors, je ne voudrais pas vous faire de peine et me montrer très pessimiste, mais il y a un élément qui ne participe quand même pas à l'enthousiasme général, c'est l'endettement de la France qui atteint un chiffre considérable. Alors est-ce que la première mission de Nicolas Sarkozy, c'est justement pas de dire on va réduire le déficit et progressivement, comme on s'y est engagé, respecter les demandes européennes. Mais 1 000 milliards d'euros d'endettement, ça fait peur. Il y a deux raisons, et c'est un grand défi que devra relever M. Sarkozy aux finances. Il y a effectivement, on a laissé s'accumuler depuis 10 ans. On a laissé s'accumuler les dépenses, immédiates ou potentielles, celles que l'on était obligé d'assumer tout de suite et celles que l'on laissait aux suivants le soin d'assumer. Et nous sommes arrivés à cette situation où nos déficits ne sont plus acceptables pour nos partenaires et où surtout notre endettement, puisque c'est la même chose, n'est-ce pas, devient tel qu'en réalité nous reportons sur nos enfants de façon inacceptable la charge de notre confort actuel. Ce n'est pas possible.
Il faut donc retrouver la maîtrise de ces dépenses, ce qui suppose en particulier qu'on regarde très exactement le rapport coût-efficacité d'un certain nombre d'actions, notamment d'actions conduites par le gouvernement. Il y a un effort à faire. Je regardais, Madame Chabot, il y a 2 ou 3 jours, 3 ou 4 jours, votre excellente émission Mots croisés. Mots croisés. Et c'était très intéressant. Et parmi les intervenants, il y a eu un monsieur, que je ne connaissais d'ailleurs pas, mais qui a exposé avec beaucoup de force et à l'évidence de compétence, d'ailleurs personne ne l'a contesté ou ne l'a contredit, le fait que, disait-il, la perception des impôts en France est 4 fois plus chère que dans les autres pays européens. C'est bien ce qu'il a dit. Exact. Bon. Alors, je ne cherche pas à faire de comparaison, mais c'est un exemple parmi beaucoup de la nécessité qu'il y a à reprendre en main un certain nombre de mauvaises habitudes, à moderniser un certain nombre de méthodes. Si les entreprises privées qui font la richesse de notre pays avaient accepté de ne rien changer depuis 30 ans ou 50 ans, alors là, il est certain que la France aurait pratiquement cessé d'exister. Bon. Eh bien, l'État doit assumer les mêmes responsabilités. Ce que disait cet expert était tout à fait juste, mais était un exemple parmi d'autres. Et c'est très difficile. Pour cela aussi, il ne faut pas de la confrontation. Il ne faut pas chercher à imposer le changement d'habitudes, souvent si anciennes qu'on les trouve tout à fait naturelles quand on les assume. Il faut du dialogue, de la concertation, de la raison. Comment faire que le mot réforme ne soit pas toujours associé au mot sacrifice pour les Français? Il y a du gagnant-gagnant. En employant moins ce mot. Alors, puisqu'on parle de mots, vous avez employé le mot de fracture sociale en 95, quand vous avez été élu. Là, vous reparlez de cohésion sociale, cohésion nationale, à travers le ministère de Jean-Louis Borloo. Puisque là, vous avez 3 ans devant vous, 3 ans sans élection. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ces 3 ans avant de remettre votre mandat en jeu ou de vous retirer? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il reste de ces 3 ans? Une France qui aura retrouvé tout son dynamisme et qui, par conséquent, sera en mesure d'assumer son pacte social sans l'écorner et en le développant. Ceci dans un contexte européen de paix et de démocratie. Mais le problème de la cohésion sociale que vous avez évoqué en parlant de fracture sociale est un vrai problème en France. On est bien obligé de constater que malgré une augmentation très considérable des dépenses, et notamment des dépenses sociales, depuis 10 ans, 20 ans, peu importe, je ne fais pas là allusion à un temps politique ou gouvernemental, mais à un fait social, la pauvreté n'a pas diminué et l'exclusion non plus. C'est un fait. Et petit à petit se sont développés, renforcés des ghettos, qui sont souvent des ghettos de la misère. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors, pourquoi? Il y a une raison à cela, entre autres. C'est que les hommes, les femmes, les jeunes, qui sont victimes de ce phénomène, en réalité, il faut le reconnaître, ne sont sérieusement et efficacement défendus par personne. Ils ne sont pas dans le système. Alors, naturellement, ils provoquent un certain nombre de lamentations chez un certain nombre d'observateurs qui ensuite n'en tirent aucune conséquence. Ils ne sont pas réellement... Et par conséquent, il faut vraiment faire quelque chose. Si j'ai souhaité que l'on crée un ministère de la cohésion sociale qui ait en main l'ensemble des éléments pour agir dans ce domaine, qui va du logement au travail en passant par l'intégration, la grande faiblesse des 10 ans passés,
nous n'avons pas eu de politique d'intégration. En tous les cas, une politique très insuffisante. Et nous en portons encore actuellement les conséquences. Et vous êtes président depuis 9 ans, monsieur le président. Oui, je sais bien. Mais je n'avais pas, pendant les dernières années, jusqu'à 2002, tous les moyens pour agir. Ce qui ne m'avait pas empêché de dire les choses. Mais n'avait pas toujours été écouté d'une façon aussi souhaitable que je l'aurais imaginé. Par les gouvernements précédents. Peu importe, je ne suis pas en train de polémiquer contre qui que ce soit. Je constate. Donc, il est essentiel aujourd'hui que l'on ait une politique qui nous permette de réduire par tous les moyens concentrés entre les mains de quelqu'un qui peut agir de façon coordonnée et cohérente, depuis le logement jusqu'au travail, en passant par l'intégration, par l'ensemble des actions qui peuvent être conduites pour, je dirais, déghettoiser notre société. C'est capital. Alors, puisqu'on arrive au terme de cette émission, on peut vous poser une question étrangère et qui concerne le remaniement d'hier, de retirer Dominique Villepin du Quai d'Orsay et de le remplacer par l'Européen Michel Barnier. Est-ce que c'est un signe amical vis-à-vis des Américains et un signe vis-à-vis des Européens? Écoutez, permettez-moi de vous dire qu'on nomme pas en France un ministre des Affaires étrangères pour faire un signe à quelqu'un. On nomme un ministre des Affaires étrangères pour conduire, sous l'impulsion du président de la République, responsable éminent dans ce domaine, une politique étrangère. Alors, le fait que M. Barnier soit une autorité dans le domaine européen est un plus indiscutable. C'est un homme qui connaît parfaitement le fonctionnement des mécanismes européens, c'est un homme qui est profondément européen, et c'est un homme par conséquent qui pourra, au moment si difficile de la réforme des institutions européennes et de l'élargissement, qui pourra conduire les intérêts de la France de la meilleure façon. Et je lui fais tout à fait confiance dans ce domaine. Et pour le reste, je vous dis tout de suite que la politique de la France ne change pas. Elle émane essentiellement du président de la République et tant que je serai là, cette politique ne changera pas. Alors, Monsieur le Président, vous avez entendu depuis tout à l'heure avec Patrick Poivre d'Arvor corriger, demander au gouvernement de faire un certain nombre d'adaptations, dresser sa feuille de route, donner des perspectives. Et beaucoup de Français se disent régulièrement, mais pourquoi le Président de la République ne parle-t-il pas plus souvent? Parce qu'au fond, ça irait peut-être mieux, et c'est sa fonction de nous dire où on va, et il y a un manque. Et on a l'impression que vous vous occupez surtout des dossiers internationaux, voilà. Les affaires étrangères et la défense, dont dépend pour une large part le rôle et la place de la France dans le monde, sa capacité à défendre ses intérêts, est de façon éminente le rôle du chef de l'État. Et je suis efforcé de porter cette voix aussi haut que possible, parce que c'est en France la voix de la paix, du droit, de la justice, du respect des autres et du dialogue des cultures. Et je continuerai. Alors, vous me dites que je devrais m'exprimer davantage, vous avez peut-être raison. Pour donner des lignes, des perspectives aux Français. Vous avez peut-être raison. Je ne voudrais pas qu'on dise non plus que le président de la République se mêle de tout. Il y a un gouvernement qui est responsable et qui assume cette responsabilité. Par conséquent, il est légitime que je donne un certain nombre d'orientations. Il ne m'appartient pas de conduire la politique quotidienne du gouvernement. En revanche, je voudrais dire que, au-delà des compétences naturelles dans notre constitution du chef de l'État, et qui sont grandes, je voudrais dire que en 2002, j'ai pris tout à fait conscience de la réalité politique qui a donné le résultat dont vous vous souvenez, et qui me conduit à mettre au premier rang de ces préoccupations et de cette vocation du chef de l'État dans notre pays, la défense des valeurs de la République.
Et tout simplement parce que les Français doivent être fiers de la France. Les Français doivent se rassembler autour des valeurs qui font la France. Ça, c'est essentiel. Et ça, c'est un peu aussi, et plus encore depuis 2002, tel en tous les cas que je l'ai ressenti, le rôle du chef de l'État. Voilà, il est presque 21h. Au nom d'Arlette Chabot et de nos téléspectateurs, je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie. Voilà pour cette intervention en direct de l'Élysée. Avant de refermer ce journal, nous allons entendre 2 réactions et un commentaire. Le vôtre, Gérard Leclerc, vous nous avez rejoint. Bonsoir, car il y a des enseignements à tirer de cette intervention et qu'un président qui plonge un peu dans la mêlée et des annonces très concrètes, oui, finalement. Il a vraiment répondu aux questions que les gens se posent. Alors, par exemple, le président a-t-il tenu tirer des leçons des régionales? Eh bien oui, il a écouté attentivement et entendu l'inquiétude, l'impatience et le mécontentement. Et a-t-il dit, le gouvernement doit être à l'offensive sur l'emploi, la croissance et doit être attentif à la justice sociale. Alors pourquoi avoir choisi de maintenir Jean-Pierre Raffarin? Eh bien, a-t-il dit, j'ai fait le choix de la constance et de la détermination. Et Jean-Pierre Raffarin est en harmonie avec les 2 caps que Jacques Chirac avait fixés à son arrivée au pouvoir, à savoir redonner des fondations à la République et puis faire accepter les évolutions de la société qui sont nécessaires mais qui doivent être faites, là encore a-t-il souligné, dans une exigence de justice sociale. Et puis là, Jacques Chirac a vraiment donné une sorte de feuille de route au gouvernement. Il est rentré, on peut dire, dans la mêlée, absolument. Ouais. Il a détaillé les corrections que le gouvernement devait apporter à son action. Par exemple, sur la réduction des droits des chômeurs, la fameuse ASS, eh bien, il a demandé au gouvernement de suspendre cette réforme de l'ASS. Sur les intermittents, eh bien, il faut réévaluer la situation des jeunes artistes. La recherche, un effort particulier doit être fait, et notamment au niveau des créations de postes. C'est la revendication des chercheurs. Absolument. L'assurance maladie, certes, il faut la réformer, mais dans la transparence. Et Jacques Chirac a dit qu'il ne fallait pas passer par les ordonnances, comme le souhaitait le faire le gouvernement. Et puis sur les déficits, là aussi, il faut retrouver la maîtrise des dépenses publiques, mais toujours dans le dialogue et la concertation. Plus généralement, donc, Jacques Chirac a plaidé pour l'action. Rien n'a été fait depuis 10 ans, a-t-il souvent répété. Et puis il s'en est pris à ceux qui nourrissent le pessimisme. Alors a-t-il dit que la reprise est là et qu'il faut l'accompagner. Voilà, un président de la République qui a souhaité effectivement rentrer dans le concret. C'est ce que retient pour le Parti socialiste Julien Dray, notamment sur la suspension de la réforme de l'allocation spécifique de solidarité. On écoute Julien Dray. Il semblerait que le président de la République se rende compte tout d'un coup que finalement elle était injuste. Bon, c'est toujours bon à prendre pour ceux qui sont victimes de cela, qui ont été victimes de cette mesure. Mais sur le fond, il ne comprend pas que l'essentiel de ce qui a été fait depuis 18 mois a été vécu comme une agression, une remise en cause. Donc on nous explique toujours qu'il faut faire des réformes. Bon, et on s'attribue le principe de la réforme, mais c'est pas ça qui est en cause. Je veux dire, c'est le contenu de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et là, on voit bien qu'il ne veut pas changer. Ça veut donc bien dire que le jeu de ces musicales a servi à brouiller les pistes, mais que sur le fond de la politique, on ne va pas revenir en arrière. Voilà, réaction à l'UDF maintenant. On écoute André Santini qui se dit satisfait du mea culpa, en quelque sorte, exprimé par le président de la République et qui attend la suite. André Santini. Le réquisitoire qu'il a prononcé contre M. Raffarin 2 est passionnant. Finalement, il y a eu erreur sur tout. Je me permettrai de rappeler que l'UDF, pendant le débat budgétaire, avait lutté contre la baisse symbolique des 3% en matière fiscale, s'était élevé contre la réduction de l'allocation spécifique de solidarité, avait demandé qu'on ne méprise pas les chercheurs, et aujourd'hui, qu'il y a un geste pour les intermittents, eh bien, je suis heureux de constater que tout cela va faire partie du programme de Raffarin 3. Voilà pour ce très large chapitre politique aujourd'hui, évidemment, avec cette intervention du chef de l'État. Une image encore avant de se séparer, une image de sport pour vous rappeler qu'hier soir, la France a accompli un match sans éclat à Rotterdam, 0-0 face aux Pays-Bas et très peu d'occasions de but. En revanche, pour le futur adversaire des Bleus à l'Euro, l'Angleterre, eh bien, la soirée a été bien pire. Défaite 1-0 face à la Suède. On peut signaler aussi que les Tchèques ont été battus par l'Air 2-1. L'Allemagne a gagné 3-0 face à la Belgique. L'Espagne a battu le Danemark 2-0. Ces rencontres amicales de préparation à l'Euro 2004. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. Point route Valérie Maurice. 21h15, envoyé spécial Guylaine Chenu, Françoise Joly. Au sommaire notamment fumeurs et dépendance. Et puis Haïti, la tourmente.
23h15, Campus, la France est-elle réformable? Guillaume Durand reçoit notamment Alain Minc. Demain à 13h, Daniel Bilalian. À 20h et tout le week-end, vous retrouvez Béatrice Schoenberg. On se quitte sur ces images de la flamme olympique. Première étape du Tour du Monde, Athènes, et en raison du vent, la torche s'est éteinte quelques minutes. Ça ne l'empêchera pas de poursuivre son périple avant de revenir en août prochain en Grèce. À lundi.